Nous sommes le jeudi 8 mai 2025 et vous écoutez le 8e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse à une technique photo qui, si elle est bien réalisée, permet d'obtenir des images fantastiques avec effet waouh garanti. Il s'agit de la technique de la pose longue que l'on va explorer en compagnie du photographe Christophe Audebert. Comment cela fonctionne, quand l'utiliser, comment bien configurer son boîtier, on vous explique tout dans cette nouvelle émission. Cette émission vous est présentée cette semaine par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Et c'est parti, 8e épisode de cette 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Dis donc, tu vends bien le sujet, effet waouh garanti, mais ouais, je pense qu'on peut s'avancer, on est bien accompagné ce matin. Moi, je me souviens de l'époque où j'avais chroniqué les 2 ouvrages de notre invité lorsque le monde de la photo existait encore. Donc, les secrets du mouvement en photographie et la pose longue, les secrets de la pose longue. Donc, je pense qu'on peut y aller tranquille, l'effet waouh, on l'aura à la fin de l'émission. Salut Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin. Alors Christophe, tradition oblige, on va commencer par te présenter brièvement à nos auditeurs. Donc tu es photographe professionnel, corporate, depuis bientôt 20 ans et tu es basé sur le bassin d'Arcachon. Le métier de photographe est une seconde vie puisque tu as opéré une reconversion professionnelle en 2004 après un passage à l'école Speos. Parallèlement à ton travail de commande, tu signes également un travail d'auteur au travers de nombreux projets personnels comme par exemple Liquid Time ou encore Endless Waters. Tu t'intéresses aux notions de temps et de mouvement en photographie et deviens rapidement une référence sur la technique de la pose longue. Tu sors 2 ouvrages sur le sujet, comme l'a évoqué Benjamin, aux éditions Erol. En 2017, Les secrets de la pose longue, qui a d'ailleurs été réédité en 2022, et en 2018, Les secrets du mouvement. Effectivement, mon cher Christophe, tu sembles être la personne tout indiquée pour nous accompagner dans cette émission. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à votre excellente remarque. Et puisqu'on en est à l'introduction, on parle donc de pose longue et pas de vitesse d'obturation lente. Réponse Photo récemment dans un dossier insistait sur l'exactitude du terme. Tu valides ? Alors je valide complètement et c'est d'ailleurs ce que j'essaie d'expliquer à mes stagiaires. Une petite distinction entre ces 2 mondes de la photographie. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Benjamin est très pointilleux sur l'exactitude des mots, me reprend sans cesse. Moi, je suis un petit peu plus laxiste que lui sur ce genre de choses. Mais bon, c'est ce qui fait le sel de notre émission, Benjamin. Exactement. Allez, on attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance un télézoom entrée de gamme bon marché. Le VIF est de retour à Vincennes pour une 5e édition anniversaire et Baptiste Soto nous présente le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Avis aux utilisateurs d'hybrides full frame et APS-C Canon qui cherchent un télézoom pour compléter leur objectif de kit. Le constructeur vient d'annoncer un nouveau 75-300 mm à petit prix. Cet objectif est idéal pour aller chercher des sujets au loin, par exemple en voyage, sur des événements sportifs ou même pourquoi pas sur de l'animalier. Utilisé avec un hybride APS-C, il équivaut à un 120-480 mm. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 9 groupes. Il propose des ouvertures maximales variables f4-5-6 associées à un diaphragme à 7 lamelles. Il est dépourvu de stabilisation optique et exploite une motorisation autofocus DC. Il mesure environ 15 cm de long pour un poids d'à peine plus de 500 grammes sur la balance. Il n'est pas protégé contre les intempéries.
Le Canon RF 75-300 mm f4.5.6 sera proposé au prix de 299 € à partir de la fin du mois de mai. On pourra l'acheter seul et on le retrouvera également en double kit avec des boîtiers d'entrée de gamme. La 5e édition du VIF, Nouveau regard photographique à Vincennes, sera à découvrir du 23 au 25 mai prochain. Cette année, le festival qui fête ses 10 ans et dont la présidente d'honneur n'est autre que la photographe Véronique de Viguerie, proposera un cycle d'expositions gratuites en plein air, des conférences, des animations ainsi qu'un village de marque au public. On écoute Franck Nemny, le président du festival, nous raconter l'histoire du VIF et nous teaser cette nouvelle édition. C'est pour nous l'aboutissement d'un engagement de 10 ans d'une passion pour la photographie. Le VIF est né d'un petit groupe de photographes issus du club photo de Vincennes. Et on a pris la décision, il y a 10 ans, de créer un festival. On débutait complètement dans la matière, on n'y connaissait rien, mais on était d'enthousiasme, plein d'enthousiasme et d'ambition. Donc ce festival qui a lieu tous les 2 ans arrive à son 10e anniversaire, donc sa 5e édition. Et force est de constater que il a grandi. Il a grandi. Il a peut-être pas atteint encore l'âge adulte, quoique, on a quand même de belles choses à montrer au public. Grâce aux bénévoles, grâce à tout un groupe maintenant de gens qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie pendant 2 ans de préparation, on va essayer de vous présenter un super festival, plein de choses inattendues, plein d'expositions, de workshops, d'animations, et puis des conférences qui vont vous surprendre. Cette année, on pourra découvrir par exemple le travail de Sebastião Salgado au château de Vincennes avec une exposition intitulée L'humanité en lumière de Véronique de Viguerie, donc place Pierre Semard avec une exposition intitulée La vie en rose de Nikos Aliagas, également au château avec une exposition intitulée Procession. Tous ces photographes sont passés, Benjamin, devant nos micros dans des émissions au coin du feu. Le VIF, c'est à Vincennes du 23 au 25 mai prochain. À noter qu'il est nécessaire de réserver pour participer à certaines animations dont la liste complète est à retrouver sur le site officiel vif-photo.com. Et pour terminer, on vous propose le coup de cœur Fox de cette semaine. Et Baptiste Soto nous parle du super télézoom Sony 400-800 mm en gamme G-Master. Donc il y a un magnifique 400-800 qui a été annoncé par Sony en début d'année, qui est une très très belle optique qui va de 6.3 à 8 et qui est sortie dans une optique purement animalière. Alors sur un 400-800, on va très très souvent chercher à utiliser des multiplicateurs pour aller chercher des focales complètement folles, puisqu'on peut aller chercher du 1200 mm avec un multiplicateur 1.4 et on peut aller chercher du 1600 mm avec un multiplicateur 2. Donc, ce qui va faire très plaisir à toute la photo animalière, aussi aux spotters, ceux qui cherchent les avions et éventuellement à ceux qui vont faire de la photo dans des stades ou dans des grandes surfaces comme ça. La chose qui nous a particulièrement plu et dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que ce 400-800, contrairement à beaucoup d'autres téléobjectifs, il est en zoom interne. Donc, il n'y a pas de variation de la taille du flux. En photo animalière, on est quand même sur une clientèle qui est beaucoup composée de seniors, voire de sédames. Donc, avoir un produit dans les mains, boîtier plus objectif, qui fait 3,5 kg à 4 kg et avec une optique qui bouge, c'est pas forcément confortable en utilisation. Pour être bien équilibré, pour avoir vraiment une très bonne stabilité, le fait d'avoir l'optique qui est en mouvement en interne dans le flux, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est pour ceux qui font de l'animalier sous des intempéries, c'est plus facile pour se protéger des éléments. Évidemment, c'est un boîtier Sony, donc forcément, il va être très très performant sur les questions de cadence. C'est le top en la matière, puisqu'on va aller jusqu'à 120 images secondes sur un Alpha 9.3. Mais ce qui est important, c'est que l'optique le supporte, ce qui n'est pas le cas de toutes les optiques. Après, la grosse question, ça va être le face-à-face par rapport à son prédécesseur dans la gamme, qui est le 200-600, qui est un produit qui est à peine plus léger, ça fait 200 grammes de différence, par contre, qui est un produit qui a plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Moi, ce que j'ai trouvé top, c'est le fait qu'on puisse faire tourner en un quart de tour
de pouvoir passer de 400 à 800 mm en un quart de tour, ce qui évite de devoir faire des grands gestes et donc de s'y reprendre potentiellement à plusieurs fois. Deuxième chose, on va pouvoir faire des mises au point minimales qui sont à 8 mètres contre 10 contre le 200-600. Alors, on va dire que ce n'est pas énorme, mais quand on est notamment avec un animal qui va s'approcher un petit peu plus, ça peut être précieux. Alors après, il va avoir évidemment, étant génération 2025, un produit qui est optimisé par rapport au boîtier actuel et par rapport au boîtier futur. Et là où la différence va se faire, c'est dès qu'on est, on va dire, à partir de 600, 700, 800 mm, voire plus, le bokeh et le piqué qu'on est capable de sortir avec un 400-800 va être très, très au-dessus de ce qu'on peut avoir avec un 200-600, puisqu'en plus, avec cela, on sera obligé d'utiliser un téléconvertisseur. Et évidemment, il y a la petite contrainte de la limite du grand angle, puisqu'on part à 400. Donc, sur certains types de scènes, ça peut être un petit peu gênant, mais ça, on s'adapte, on s'habitue. On est là pour chercher de la très longue distance, du 800 et plus. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les obtenir sur un produit Sony, enfin, et aller chercher ces images exceptionnelles. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, une optique à 299 € chez Canon. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'on n'avait pas évoqué ce genre de tarif. Oui, et c'est une très bonne chose de voir un téléobjectif arriver à ce tarif-là, qui sera très intéressant sur l'APS-C aussi. Donc on peut imaginer ça sur un R7 par exemple. Ça va être une belle alternative pour la photo de manière. Ils avaient déjà sorti des optiques abordables comme des 600 et 800 mm f11. Donc c'était un peu spécial, ça, ouverture quand même. fixe, Ouais. spéciale, mais ça pouvait ouvrir ce territoire un petit peu assez réservé à des gens qui ont les moyens quand même, hein, et aussi qui n'ont pas peur de s'encombrer. Donc non, c'est une très bonne chose, moi je trouve. C'est bien. Christophe, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme matos? Alors pour la pose, donc je suis Fuji, donc le Fuji X-T4 principalement pour la pose longue, avec des optiques qui variaient en plein format autour du 15-35 et du 24-70. Et puis j'ai également un H2S pour des plus longues focales et d'autres sujets. Qui est le seul capteur APS-C à l'heure actuelle empilé. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais le H2S, c'est vraiment un boîtier qui est, je pense, un petit peu sous-estimé. On en a beaucoup parlé à sa sortie. Il est depuis un petit peu passé sous les radars. C'est un boîtier assez fantastique en termes de polyvalence. J'adore. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse? J'aimerais parler du VIF un petit peu avant, excuse-moi. du Vincennes Image Festival, parce que c'est un festival qui me tient particulièrement à cœur. Ils fêtent leur anniversaire, donc c'est 10 ans d'existence, c'est pas anodin. Un festival qui met à l'honneur la photographie amateur, toujours un programme assez haut de gamme, très varié. Des présidents du jury prestigieux, cette année Véronique de Viguerie qu'on a reçue ici. Donc ne ratez pas cet événement. Si vous habitez en Ile-de-France, si vous montez sur Paris pour l'occasion, à la fin du mois de mai, ça vaut le détour. Toutes les expositions sont gratuites, en accès libre. Ouais. S'il fait beau, se balader dans Vincennes avec tout ça, c'est quand même chouette. Et puis cette conférence avec Sebastião Salgado dans l'écrin du château de Vincennes, qui est ouvert pour la première fois à cette occasion, qui sera interviewé par Nikos Aliagas, qui est fan de noir et blanc, risque d'être un moment fort sympathique. Donc encore bravo à Franck Nemny qu'on a entendu, à ses équipes, Jeff Ropars qui sont à l'initiative. À la base, c'est un club photo, comme l'a rappelé Franck, qui a lancé tout ça. La mairie soutient, bien sûr, mais il faut beaucoup d'abnégation et l'enthousiasme de tous les bénévoles qui font que ce festival est devenu un rendez-vous majeur de la photographie en Ile-de-France. Bon, et du coup, cette petite revue de presse. Et donc cette revue de presse, et oui, parce qu'il y a encore de la presse, réjouissons-nous, c'est important. Donc Chasseurs d'images, dont le numéro 466, daté du mois de mai, est en kiosque, nous propose une passionnante interview du photographe Stéphane Rappeau, qui est un spécialiste de la photo de nu, qui a été pendant 8 ans l'assistant de Peter Lindbergh. Dans un autre registre, on a un entretien tout aussi intéressant et pertinent avec Carole Épinette, qui raconte sa fréquentation des salles de concert à l'ère argentique,
puis en numérique. Elle parle d'ailleurs de la difficulté d'exposer à la pellicule. Donc c'est un sujet sur lequel on va revenir au cours de l'émission en rapport avec la pose longue. Et puis parmi les tests, on trouve le Leica SL3S, on trouve beaucoup de Fuji. Donc il y a l'Instax Wide Evo, le Zoom XF 16-55 f2.8 version 2, ça t'intéressera peut-être Christophe, même si tu es plutôt encore plus grand angle, j'ai cru comprendre. Il y a aussi une prise en main assez généreuse du GFX 100 RF. Et puis pour les plus nostalgiques, il y a aussi un test rétro du Nikon D200. Figurez-vous que ça fait 20 ans c'est qu'il est sorti. d'avoir fait ça. Moi, ça m'a foutu un sacré coup de vieux, mais c'est très sympa. Et il y a aussi un article consacré aux optiques vintage avec des fameux bokeh bulles de savon. On en a parlé la semaine dernière. Enfin, Réponse Photo nous propose son numéro 380 qui est daté du mois de juin. Au programme, on trouve un grand dossier intitulé « Le photographe et son matériel », dans lequel il est question du rapport qu'entretiennent les photographes avec leur appareil photo. J'ai trouvé le sujet super pertinent. Donc, on a Édouard Elias, par exemple, qui détaille comment il jongle entre les appareils en fonction de ses projets. Donc, il va utiliser autant un appareil panoramique Linhof Technorama 617, assez rare, qu'un Nikon Z8 ou même un Leica M11. On a Corentin Follen, qui partage, lui, son utilisation des Leica M numériques, dont il apprécie la discrétion, mais aussi le style photographique qu'il lui procure. Ou encore Natalia Saprunova, qui explique pourquoi elle privilégie le Canon EOS R3 qui lui permet de pousser les ISO au maximum. Le dossier est ponctué par un entretien avec Isabelle Cazeille, une historienne de la photographie, mais aussi Adrien Tache, qui est parti à la rencontre des héritiers de Malik Sidibé et Sédou Keïta en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont des photographes ambulants ou en studio. C'est assez génial. Enfin, le rédacteur en chef du magazine, Thibaut Godet, retrace l'histoire de l'atelier de Jean Dieuzède, photographe et cofondateur des Rencontres d'Arles, aujourd'hui menacé de disparition. Et on trouve un autre article assez éclairant et passionnant, plus pour les technophiles, qui est consacré à Pixi, l'unique fabricant français d'appareils photo, qui, après avoir stabilisé son activité, entreprend ni plus ni moins de réinventer le viseur télémétrique. Donc ça, c'est Adrien Branco qui nous l'apprend. Et pour finir, côté test, on trouve un long banc d'essai du Lumix S1R2, auquel on a récemment consacré une émission spéciale. Et on trouve d'ailleurs en pleine page une photo prise en pose longue, avec un temps de pose d'1 seconde à main levée à 55 mm, prise par Pascal Brites, qui fait pleinement écho à notre sujet du jour. Et puis, je suis un peu long, mais c'est important. Ce sont des jolis projets photographiques. Pour finir, j'aimerais dire un mot sur le prochain ouvrage du photographe Jean-Christophe Béchet, qui a concentré cette fois son regard sur Rio pendant 2 ans. Un portrait de ville qui vient compléter une série qu'il a déjà commis à Tokyo, Marseille, La Havane ou encore Deauville, qui sera édité en 2 volumes aux éditions Locaux. Et le projet fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Nous mettrons le lien en description sur notre site, sur la page de l'émission. Eh bien, quel programme dans la presse papier ces temps-ci. C'est de la photo, c'est de la bonne photo. Pour terminer le Flash Actu, juste une autre information pour les amateurs de plugins de Nik Collection proposé par DxO. Donc il y a la version 8 qui vient d'être annoncée, qui propose, comme d'habitude, un plein d'améliorations, une meilleure intégration avec Photoshop, de nouvelles options de masques ultra puissantes, la possibilité d'envoyer des modifications dans Photoshop sous forme de calque, des améliorations majeures pour Nik Silver FX pour la conversion noir et blanc, et de nouveaux masques de couleur pour encore plus de précision sur Nik Color FX. C'est proposé 160 € cette petite série de plugins, ou 90 € en mise à jour depuis la version 7. Oui, mais je suis assez fan de ces plugins depuis très longtemps, même quand ils sont passés sous pavillon Google. Tu les utilises un petit peu, toi, Absolument. Christophe? C'est quand même des solutions abordables. Génial. Il y en a une que tu recommandes parmi d'autres? J'aime bien Silver Silver FX, moi. Ouais, Silver FX, noir et blanc, c'est un incontournable. Et puis après, il y a toute la gestion du bruit également qui est intéressante. Bon, on va clôturer le Flash Actu sur ces mots et on passe à la suite, Benjamin, avec ta story, ta chronique hebdomadaire.
Cette semaine, tu nous parles de la dernière mission du maestro Laurent Balesta qui fait l'objet d'un documentaire diffusé en ce moment sur Arte. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Chacune des expéditions de Laurent Balesta et son équipe comporte sa part de défis. Le plongeur fut le premier à photographier un sélacanthe dans son milieu naturel à 120 mètres de profondeur. Il a illustré la faune et la flore dans les eaux glaciales au large de la Terre Adélie, des images à nouveau inédites. Il a passé quelques 3000 heures de nuit sous l'eau à observer la reproduction des mérous camouflages chassés par 700 requins dans l'atoll polynésien de Fakarava. Il a exploré la mer Méditerranée à bord d'une station spatiale pendant 28 jours à saturation pour s'enivrer des grandes profondeurs sans limite de temps et sans palier de décompression, livrant un fantastique portrait de cette planète sous-marine proche de nos côtes. Mais au-delà de l'aspect engagé de ces aventures aquatiques et des nombreux prix récoltés, ce qui anime Laurent Balesta, ce sont les mystères. Au cours de ces dernières années, il a cherché à comprendre l'origine d'un phénomène unique, observé pour la première fois en 2011 dans le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, sur un sonar lors d'une campagne océanographique. Des centaines de cercles de 20 mètres de diamètre parfaitement alignés gisent à 120 mètres de profondeur, dessinant une intrigante composition géométrique digne des lignes de Nazca. Plusieurs théories circulent. D'aucuns estiment qu'il pourrait s'agir d'explosions datant de la Seconde Guerre mondiale ou encore des sorties de gaz ou d'eau douce. Bien décidé à résoudre cette énigme, Laurent Balesta entreprend une véritable enquête scientifique sous-marine pour étudier ces formations en effectuant lui-même des prélèvements. Il s'entoure de spécialistes dans diverses disciplines, dont le professeur au Collège de France Édouard Barre, qui étudie ce type de phénomène depuis 40 ans. Après avoir cartographié la zone avec un drone de surface, répertoriant plus de 1400 cercles, l'équipe Andromède Océanologie dépoussière la station spatiale utilisée lors de la mission Planète Méditerranée. Pressurisée à 13 bars, elle permet aux plongeurs de rester longtemps à de grandes profondeurs. La contrainte, vivre à 4 en isolement dans le petit habitacle d'acier pendant 21 jours. Une odyssée aquatique comparable à une mission spatiale. Réalisé par Yann Rino, Cap Corse, Le mystère des anneaux est un documentaire d'1h30 digne d'un roman de Jules Verne. Des rebondissements, des personnages hauts en couleur, des créatures extraordinaires jamais immortalisées auparavant, de l'aventure. Tous les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. Laurent Balesta endosse le rôle de l'enquêteur, plaquant indices et images sur un mur tel un agent du FBI, avec sérieux mais aussi avec l'humilité et la passion qui le caractérisent. À la fin, le voile est levé sur ce fameux mystère des anneaux du Cap Corse. Néanmoins, l'issue est presque anecdotique. En tant que spectateur, c'est l'émerveillement qui prévaut devant tant de beauté noyée dans les grandes profondeurs, physiquement inaccessible pour le commun des mortels et révélée en images par l'un des plus grands explorateurs contemporains. Bon, ça rappelle des bons souvenirs quand même, hein, tout ce que tu viens de raconter quand on avait eu le plaisir de recevoir Laurent à ses micros. Il paraît qu'il y a une petite surprise à la fin de ce doc au moment du générique. Oui, si vous regardez le documentaire, donc accessible sur le site d'Arte en replay, attendez le générique final puisqu'on voit Laurent accompagné d'un certain Thomas Pesquet dans un sous-marin qui vont du coup descendre non pas avec les bouteilles et le masque mais dans ce sous-marin pour explorer ces grandes profondeurs. Et je ne sais pas si tu te souviens Arthur, mais quand on avait reçu Thomas ici, on avait une question de Laurent pour Thomas qui lui demandait s'il accepterait de l'accompagner pour tenter d'aller observer de près ces mystères au large du Cap Corse. Donc c'est finalement ce qui s'est produit entre-temps. J'ai entendu au micro d'Inter cette semaine dans l'émission La Terre au carré que cette petite sortie, excursion aquatique a été assez agitée. Et ils ont notamment une caméra qui a explosé à l'intérieur.
Et le sous-marin a atterri dans des conditions un peu rocambolesques, donc apparemment c'était pas de tout repos, mais ils ont réussi à le faire. Donc le clin d'œil était sympa. Non, puis au-delà, ça c'est pour l'anecdote, c'est le clin d'œil. Nous, ça nous fait plaisir. Ça fait 10 saisons. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de grands photographes. Il y a certaines émotions parfois plus fortes que d'autres. Je trouve que l'émission avec Laurent, à titre personnel, a été un moment très intense, très fort. De l'émotion, il y en a beaucoup dans ce documentaire. Donc je vous invite vraiment à le regarder, le sujet vous intéresse ou pas, hein, on n'est pas obligé d'être scientifique ou biologiste pour le regarder. La fascination, l'émerveillement, l'émotion sont bien là. Bon, écoute, je crois qu'on a atteint le niveau d'entremetteur de légende, Benjamin. Si on arrive à faire des matchs comme ça par micro interposé dans notre studio, c'est quand même assez cool. Christophe, est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent dans ton travail? Alors, il y en a vraiment beaucoup, effectivement. Michael Kenna, un incontournable de la pose longue argentique, hein, qui a plutôt noir et blanc, même principalement noir et blanc, et qui fait lui-même ses tirages. C'est absolument un travail incroyable dans différentes contrées, hein, que ça soit la Grande-Bretagne et puis maintenant plutôt le Japon. Ouais. Hein, photographe anglais, basé à Seattle, je crois. Et puis des photographes plus contemporains, je peux citer un photographe canadien qui s'appelle Paul Ziska, qui est à la fois explorateur et photographe dans les Rocheuses canadiennes et qui s'est promené un petit peu partout dans le monde. Et puis des photographes plus proches de nous, comme sur le bassin d'Arcachon, il y a un dénommé Jean-Philippe Bellon, et puis un Clément Viala, qui sont d'excellents photographes, notamment en pose longue, mais pas que. Bon. Merci Benjamin pour cette très chouette story cette semaine. On va faire une petite pause, une petite respiration, et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Il y a des lieux qui traversent le temps sans jamais perdre leur âme. Panajou est de cela. Depuis 1865 à Bordeaux et depuis 1949 à Paris, Panajou est bien plus qu'un magasin photo. Tout est parti d'une conviction. La photographie mérite bien plus qu'un simple comptoir. Depuis 160 ans, nous accompagnons les photographes, qu'ils soient amateurs, passionnés ou professionnels, avec ce qui fait notre force, l'expertise, l'écoute et l'amour de l'image. Dans nos magasins, à travers nos workshops, nos conférences, nos rencontres, on crée du lien, on fait naître des images et souvent des vocations. Parce qu'une belle image naît toujours d'une belle rencontre. Retrouvez-nous en magasin à Bordeaux et à Paris ou sur panajou.fr. Panajou, la maison de la photographie depuis 1865. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Christophe Audebert pour cette grande discussion autour de la technique de la pose longue. Alors, en guise d'ouverture, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre photographe, Kevin Tadej, spécialisé dans les paysages en milieu marin. Il nous explique pourquoi il affectionne autant cette technique de prise de vue. On l'écoute. Pourquoi j'aime la technique de la pose longue? Tout simplement, c'est parce que j'aime le côté réel et surtout irréel de la photo. J'aime aussi qu'il y ait un côté pictural, quelque part. Et on peut voir le temps qui passe sur une photo, c'est-à-dire les filets de nuages, par exemple. Après, comment j'ai commencé la pose longue? Alors, j'ai toujours aimé la pose longue. J'ai découvert le travail d'Alexei Titarenko dans les années 2011-2012. Donc ça, c'est un photographe russe qui habite maintenant et naturalisé aux USA, naturalisé américain. Et lui, il fait de la pose longue, mais sur la foule. Et j'ai toujours, je suis tombé amoureux de son travail. Je me suis dit, je vais essayer parce qu'au début, je ne connaissais pas forcément, sur le paysage. Et en 2017, je me suis réellement spécialisé dans cette technique-là. Je vais vous parler d'une image. Donc, c'est une photo qui a été faite au 50 mm de l'autre bout de la plage d'Étretat, avec dans le fond l'arche d'Étretat, hein, avec l'aiguille. Et là, on est sur du 15 minutes. Le ciel est complètement couvert et on voit donc les nuages, des grands filets de nuages de part en part de la photographie. Et l'eau
et d'un bleu, enfin réellement bleu et complètement lisse. Et il y a un effet sur la photo, puisque l'arche d'Étretat, elle, est complètement nette en fait. Il n'y a que ça, les falaises et l'arche qui soient complètement nettes. Tout le reste est complètement flouté ou avec des filets de nuages dans le ciel. Et ouais, je suis plutôt très content de cette photo-là, ouais. Alors, si vous avez un petit moment, je vous invite à aller sur le site de Kevin Tadej, voir un peu son travail. Ces images sont assez impressionnantes. Christophe, tu le connais, ce photographe dont il parle? Alors, pas personnellement, mais je suis allé voir son travail. Effectivement, donc très influencé par les paysages marins. Il parle de temps de pause extrêmement long, ce qui est intéressant parce que parmi les stagiaires, il y a souvent un débat entre la courte pause longue et la très longue pause longue qui donne des effets très différents. Et moi, je distingue le côté éthéré, c'est-à-dire qu'on va, avec des temps de pause, lisser vraiment l'eau, les nuages, etc. Et le côté texturé, où on va volontairement choisir des temps de pause qui peuvent être aux alentours de 1 seconde, 2 secondes, et qui vont respecter la texture, soit des nuages, soit de l'eau. Et j'invite tous les photographes, avant de se lancer dans la technique de pause longue, à avoir une intention et de dire ce paysage reflète une psychologie où il faut que ça soit vraiment calme. Et là, je vais utiliser des filtres des filtres ND qui sont très très noirs, de façon à augmenter le temps de pause. Ou bien, je dis non, là, ça remue beaucoup trop dans ce paysage. Il nous faut quelque chose, il nous faut de la texture, il faut quelque chose. Et là, on va avoir des temps de pause qui peuvent être relativement courts, parfois le quart de seconde, et ça fera quand même partie du monde de la pause longue. En tout cas, lui, dans sa recherche d'abstrait ou pictural, comme il en parlait, on comprend l'utilisation de longs temps de pause. Il parle de la falaise d'Étretat. Enfin, ce lieu, toi, tu l'as photographié aussi. Exactement. J'ai vu dans ton livre, c'est un peu l'image d'Épinal, finalement. J'ai l'impression que c'est presque un passage obligé pour les amateurs de pause longue. Ouais, ça peut faire un peu comme les peintres, une sorte d'étude photographique où on peut revenir à des météos, à des lumières différentes le matin, le soir ou autre. Et puis le sujet s'y prête bien, c'est connu de tout le monde. Mais le fait qu'on soit en pause longue, on apporte une vision différente du paysage que monsieur tout le monde ne voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas le résultat de la pause longue avant de l'avoir réalisé. On ne peut pas dire, tiens, ça va donner ça. Il faut vraiment faire la photo et ensuite observer si ça correspond à nos attentes. Est-ce que tu as étudié finalement dans l'histoire de la photographie l'apparition de cette technique de la pause longue comme intention esthétique? Ça remonte à quand? Est-ce qu'il y a des précurseurs en la matière? Les précurseurs, on les connaît avec l'apparition tout simplement de la photographie au 19e siècle avec Nicéphore Niepce, fameuse photo qui, à cause de plaques qui n'étaient pas sensibles, devait réaliser des temps de pause incroyables. Aujourd'hui, plusieurs jours. Plusieurs heures, plusieurs jours. Je crois que j'ai lu un truc comme quoi la sensibilité ISO d'une plaque, c'est pas un ISO, c'était un millième ou un 10 millième d'ISO, vous imaginez. Il fallait que ce soit ensoleillé dehors, enfin, il fallait des conditions aussi. Oui. Et à l'époque, ils ne savaient pas trop ce que ça allait rendre. Donc ça devenait en fait un incontournable. Pareil pour les portraits avec Nadar et autres, où il ne fallait pas bouger, etc. Donc ça, c'était un impératif dû à la technique. Après, pour l'aspect esthétique, je pense que ça a surtout été abordé avec l'apparition des photos de Michael Kenner. Donc ça, on remonte aux années 1980. Bon. Alors, comment on va structurer un peu notre discussion aujourd'hui? On va aborder le sujet par 3 prismes. On va déjà essayer de bien comprendre ce que c'est, cette notion de temps de pause. C'est quand même fondamental, c'est la base de tout ça. Ensuite, on va parler de la technique de la pause longue dans 2 configurations. Une première configuration, c'est les très faibles conditions lumineuses, là où finalement, par la force des choses, on est un peu obligé de travailler avec des longs temps de pause. Et puis on abordera ensuite cette technique de prise de vue en plein jour, où là finalement, on va volontairement utiliser des temps de pause longs à des fins esthétiques et de rendu d'image très particuliers. Alors on commence avec ce temps de pause. C'est une notion fondamentale de la photographie, l'un des 3 paramètres de l'exposition d'une image avec la sensibilité ISO et l'ouverture. Est-ce que tu pourrais, Christophe, nous donner une
définition du temps de pause pour que peut-être nos auditeurs les plus novices comprennent très simplement à quoi ça correspond. Alors, effectivement, donc temps de pause, on pourrait employer 2 autres termes. La vitesse d'obturation, Ouais. donc il y a un des 3. Mais bon, vitesse d'obturation, on a plutôt en tête des vitesses élevées, 125e ou autre. Et temps de pause, en fait, j'aime bien une autre expression qui est l'exposition longue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on écrit temps de pause, j'ai plein de stagiaires qui écrivent pause, P-A-U-S-E. Ouais, bon, moi, C'est- ça m'arrive tout le temps de faire Ouais. cette faute-là. Hein. Ils croient qu'on bloque l'exposition, qu'on fait une pause, alors qu'au contraire, le mot pause, en fait, ça veut dire exposition. Les Anglais utilisent le terme long exposure. Bon, voilà, ça c'est juste un petit rappel. Donc, les ordres de grandeur. Bon, les ordres de grandeur, j'estime que la nuance entre les vitesses lentes et le monde de l'expression du mouvement, on est aux alentours du dixième de seconde, quart de seconde, et après on bascule dans la pause longue, à condition d'avoir un état d'esprit particulier. Lorsqu'on fait des vitesses lentes, on n'est pas très loin de la photo de rue, on peut déclencher à main levée, on n'a pas de trépied. On n'a pas de télécommande et on n'a pas de Field ND dans l'expression des vitesses lentes. Et c'est tout le contraire avec la pause longue. On se met en tête dans sa démarche avec ces 3 accessoires, télécommande, trépied et Field ND pour ne pas être surexposé, observer des paysages, avoir l'intérêt d'y trouver des éléments mobiles. On a parlé des nuages et de l'eau avec Kevin tout à l'heure. Et puis aussi des éléments fixes, comme par exemple la falaise d'Étretat. Et tout ce mix fait qu'on va orienter notre recherche et notre démarche vers une vraie pause longue. Où on se pose littéralement, quoi. Oui. Et d'ailleurs, le mot pause longue est assimilé à plusieurs degrés. Lorsqu'on s'est imprégné d'un paysage, on ne déclenche pas tout de suite. On observe, ce qui est vrai aussi dans d'autres disciplines de la photographie, comme la photo de rue ou la photo de sport. On observe. Donc, c'est déjà un petit temps de pause, là, cette fois-ci PAUSE, pour l'observation. Ensuite, on va commencer notre travail de pause longue, qui peut durer donc 1 seconde, 10 secondes, 30 secondes. Et en général, moi, je m'arrête à 4 minutes, parce que mon expérience montre qu'au-delà de 4 minutes, c'est-à-dire que si on met un IL de plus, on va doubler le temps de pause, on va se retrouver à 8 minutes. Sauf exception, les photos à 8 minutes ou à 4 minutes seront très proches. Donc, ce n'est pas la peine de passer 8 minutes sur le terrain. 4 suffisent. Et donc, c'est à nouveau l'occasion d'avoir un temps de réflexion. Et enfin, on arrive à l'image finale qui va pouvoir être analysée, travaillée en post-production, plus ou moins longuement. Voilà, donc c'est ce cursus que j'intègre dans le temps long. Comment on fait pour accéder au réglage du temps de pause sur un boîtier, tout simplement? Alors, moi j'ai développé une technique que certains d'autres photographes ont repris. On pourra en parler longuement, mais je commence par faire ce que j'appelle une photo de référence, c'est-à-dire une photo du paysage en question sur trépied avec la composition déjà établie. Photo de référence qui est réalisée sans Field ND, avec un mode tout simplement qui est le mode priorité ouverture. En général, en présence d'un paysage, on voudra une maximisation de la profondeur de champ. En général, je me mets aux alentours de F8 ou F11, pas au-delà parce qu'il y a les phénomènes de diffraction, on va dire F8. Souvent à 100 ISO parce que je travaille en plein jour, on déclenche et là le boîtier va calculer une vitesse d'obturation qui, si on est dans des conditions normales de plein jour, vont être aux alentours de 125e, 250e de seconde. Et c'est cette information de la vitesse d'obturation qu'on va noter et qu'on va reporter dans un tableau en fonction du nombre d'IL de blocage de lumière à travers les Field ND qui va nous donner un temps de pause à appliquer une fois que le Field ND sera placé devant l'optique. Et si vous respectez ce principe, eh bien, vous aurez une photo pause longue qui ne sera ni sous-exposée, ni surexposée. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à obtenir. Alors là, tu vas un peu vite sur les histoires de filtre ND. On va y revenir après. Non, là, moi, ce que je voulais te demander, c'est concrètement, sur un boîtier, par quel type de mode de prise de vue on peut avoir accès à ce réglage du temps de pause? Alors,
je dirais, on peut commencer par le mode manuel. On va réaliser la photo en mode manuel. Donc, on fixe une ouverture et puis un temps de pause, admettons 10 secondes F8, si ça correspond. On peut utiliser le mode bulb, donc le mode B, qui lui nous permet de dépasser les 30 secondes. Mais on peut aussi faire du mode bulb à moins de 30 secondes. Mais là, on va être obligé d'utiliser une télécommande de façon à lancer la prise de vue en mode bulb et avec la télécommande, arrêter la prise de vue pour s'arrêter justement au temps adéquat. En revanche, une fois que vous avez un filtre ND devant le filtre, on pourrait dire je vais reprendre mon mode priorité ouverture que j'avais fait lors de la photo de référence. Sauf contre-indication, ça ne sera pas pertinent. Donc, mode manuel et mode bulb pour répondre à ta question. Priorité à la vitesse, non? On ne l'utilise pas du tout? Pas avec un filtre ND. Alors, on peut trouver des contre-exemples, mais... Je vais t'en citer un. Oui. Chez OM System, par exemple, exactement, ça va permettre ouais. d'accéder aux filtres intégrés. Oui, qui sont des ND et des GND intégrés. C'est les seuls modes qui permettent d'y accéder. Donc, c'est le mode priorité vitesse chez eux, mais aussi le mode manuel. Donc, c'est le seul moyen d'utiliser ces filtres-là. Donc, c'est un petit contre-exemple. Cela dit, le micro 4/3 favorise de base la profondeur de champ, donc c'est peut-être moins critique. Oui, bon, effectivement, et pour généraliser, je préfère employer ce que je viens de décrire, puisque tout le monde n'a pas un OM système. Bon. Alors, l'un des premiers cas de figure d'utilisation de cette fameuse pause longue, c'est simplement d'être capable de réussir à faire des images dans de très faibles conditions lumineuses, qu'on soit par exemple de nuit ou en intérieur. Pourquoi, quand on est dans cette configuration, Christophe, finalement, le temps de pause, c'est le seul paramètre sur lequel on peut réellement jouer et jouer de manière un peu infinie, en quelque sorte? Oui, bon, on revient toujours au facteur essentiel du photographe qui est la lumière. Donc, si vous manquez de lumière, pour avoir une photo correctement exposée, vous avez une solution principale qui est d'augmenter l'exposition. Donc, notamment pour les photos en fin de journée ou les photos de nuit. Donc là, on parle de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, astrophotographie ou pas. Et puis après, vous avez quand même un autre paramètre qui est les ISO. C'est-à-dire que si vous voulez une photo qui dure 10 secondes, et que si vous êtes à 100 ISO et que votre calcul vous dit tiens, la photo va durer 20 secondes, vous avez la possibilité, donc entre 10 secondes et 20, vous avez un niel de lumière. Et si vous êtes à 100 ISO, vous passez à 200 ISO. Et là, vous limitez votre temps de pause à 10 secondes, ce qui était souhaité dans mon exemple. Mais là, il faut faire un petit peu attention à pas trop abuser de cette gymnastique intellectuelle, de peur de voir apparaître le bruit numérique. On sait qu'on a des boîtiers qui montent à plus de 100 000 ISO désormais, mais dans la réalité, si on veut vraiment une image très détaillée, très riche, très piquée, va falloir se limiter. Il ne va pas falloir trop les pousser, les ISO. On est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que les boîtiers modernes, 1600, 3002, voire 6400 ou plus, c'est assez fabuleux. Mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, dans la mesure où le bruit numérique sera moins négatif, si je puis dire, avec une augmentation du temps de pause à 100 ISO, que d'aller chercher des ISO pour réduire ce temps de pause. Bon, ça peut se discuter, mais c'est un peu ce que j'ai constaté. Est-ce que ça veut dire que tu réduis de base la réduction de bruit qui peut être activée dans les boîtiers spécifiquement pour les longs temps de pause? Alors, en fait, ça, c'est une très bonne question. Vous avez par défaut, dans la plupart des boîtiers, dans le menu, ce qu'on appelle réduction du bruit en pause longue. Je ne parle pas de réduction du bruit tout seul, en pause longue. Et alors, c'est efficace, mais ça a quand même l'inconvénient sur le terrain. Lorsque vous faites une prise de vue, on va dire 30 secondes, il y a un algorithme qui va travailler en black, je ne vais pas détailler, mais qui va faire que votre prise de vue va être doublée. Alors 30 secondes, 1 minute, ça va. Quand vous faites une 4 minutes, ça fait... Avant de voir l'image apparaître, on peut boire un café, quoi. Même plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez en plein jour, je ne l'active pas, ce menu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pixels chauds, qui sont donc l'inconvénient qu'on pourrait voir apparaître sur votre image, en plein jour, ces pixels chauds existent, mais ils sont noyés dans la lumière de votre image de plein jour.
Donc, il n'y a aucun inconvénient et toutes les photos que j'ai faites et puis les autres photographes, la plupart n'activent pas ce menu, cette option. Alors, quand on fait de la photographie en faibles conditions lumineuses, bon, on ne cherche pas forcément à avoir des effets particuliers sur le mouvement, comme on va l'évoquer un petit peu plus tard. On cherche à avoir une image nette et j'ai bien compris que tu faisais le distinguo entre le moment, on va dire, avec des longs temps de pause où on peut quand même encore s'en sortir à main levée, en s'aidant de technologies qu'on retrouve dans la majorité des boîtiers modernes. On a évoqué la possibilité de monter la sensibilité ISO, mais il y a une autre technologie qui est un peu incontournable et qui ne fonctionne que pour des sujets fixes. C'est naturellement la stabilisation, qu'elle soit embarquée sur le capteur, sur l'optique ou un travail entre les deux. Mais dès qu'on sort de ce cadre d'utilisation à main levée, il y a un accessoire qui devient tout de suite incontournable. C'est évidemment le trépied. Les plus polyvalents sont probablement les modèles dits de voyage, compacts, légers et relativement faciles à emmener sur le terrain. On vous propose d'écouter Marie Courtel de Miss Numérique nous parler de cette famille de trépieds et nous proposer quelques options intéressantes. Effectivement, en fait, l'achat d'un trépied quand on fait de la pose longue est indispensable. Ça reste un accessoire qui est là et réellement indispensable quand ce n'est pas forcément le cas pour d'autres types de prises de vue. La première chose qu'il faut se poser comme question quand on veut acheter un trépied, c'est le poids de son matériel. Le poids de son matériel va déterminer ce qu'on va pouvoir avoir comme trépied, puisque chaque trépied a une charge maximale autorisée et c'est ce qui va être déterminant. Ensuite, on va aussi choisir la hauteur maximale du trépied. Le poids du trépied en tant que tel également, et puis s'il y a une colonne centrale, si on veut faire du ras du sol, si on veut une rotule 3D, une rotule ball, donc le type de la rotule également qu'on va pouvoir mettre dessus. Il y a une multitude de trépieds qui existent sur le marché et une multitude de marques. Aujourd'hui, le carbone permet de s'alléger et au maximum. Ce qui est hyper intéressant quand on fait du voyage, c'est d'avoir un trépied qui est peu encombrant et qui est très léger pour ne pas trop alourdir le sac photo. Dans ces cas-là, on va avoir effectivement le matériau carbone qui est idéal, qui est hyper résistant et aujourd'hui qui est beaucoup plus abordable qu'au départ. On va commencer à avoir des trépieds en carbone autour de 90 € pour des charges admises de 4 kg. Après, on va augmenter en gamme, on va augmenter surtout selon le type de matériau, donc carbone ou aluminium, et également la charge maximale qui est supportée par le trépied. Il y a également des trépieds en pose longue parce que la pose longue et le trépied doit être extrêmement stable pour éviter tout ce qui est vibration et flou de bouger. Il faut avoir des trépieds qui sont donc très stables avec, dans l'idéal, des pointes. Quand on est sur des sols meubles, ça permet vraiment d'ancrer son trépied et tout son matériel pour éviter justement d'avoir du flou de bouger. Il y a certains trépieds également qui ont un crochet de lestage qui va permettre tout simplement d'accrocher son sac et qui va lester le trépied en son centre justement pour quand on fait de la pose longue dans un environnement un petit peu hostile où il y aura du vent, des rafales, etc., permettre que le trépied puisse quand même être mieux ancré dans le sol malgré le poids léger du matériel. Alors on va avoir par exemple dans la même gamme chez Sirui donc le 7C qui est donc également en carbone et qui sera autour des 130 €. Il y aura chez Benro une très bonne gamme qui est la Mac 3. Vous avez des trépieds autour des 250 € qui ont des charges admises à plus de 10 kg avec des pointes qui sont intégrées et des poids de trépied qui sont en dessous des 2 kg. Et après, on peut monter encore en gamme avec des trépieds comme la marque Léo Photo qui propose des très bons trépieds avec rotule autour des 330 € avec une colonne centrale amovible, des pointes et une charge autour des 15 kg maximum. Bon, c'est toujours un plaisir, hein, évidemment, d'entendre Marie, qui est toujours très précise dans ses explications et ses analyses. Christophe, quelles sont les précautions qu'on doit prendre quand on travaille avec un trépied pour maximiser les chances d'éviter le moindre flou de bouger alors, pas photographe pour le coup, parce qu'on est sur un trépied, mais flou de bouger, trépied, du coup. Oui, la première précaution est d'être conscient qu'il faut neutraliser la stabilisation de votre boîtier ou de votre optique lorsque vous travaillez sur trépied. Sinon, c'est contre-productif, c'est ça ? Oui, parce que
Le gyroscope à l'intérieur du boîtier va provoquer des contre-vibrations qui sont utiles pour à main levée, mais néfastes lorsque vous êtes sur trépied. Ensuite, le fait de lester son pied, c'est important. Est-ce qu'on doit faire aussi un peu attention au centre de gravité, au vent, à ces choses-là? Pas du tout. Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais effectivement, lorsque vous êtes dans un site bien vanté, la première précaution sera, si possible, d'abaisser le centre de gravité, voire de travailler à 30 ou 40 cm au niveau du sol. Si ça ne gêne pas la prise de vue et qu'elle soit pratiquement identique si votre trépied était à hauteur d'homme. Ensuite, le fait de pouvoir accrocher son sac au crochet du trépied fonctionne dans une condition, à condition que le vent ne soit pas trop violent. Ouais. Car si vous imaginez que le vent soit très violent, votre sac photo va se déplacer à droite et à gauche, et là, évidemment, ça risque de ruiner la photo. Donc, j'utilise une petite astuce qui s'appelle un sac à lest. C'est proposé par Vanguard, je crois. Et en fait, ça coûte pas cher, ça se met dans la poche. C'est une sorte de petite toile que vous accrochez sur les jambes du trépied. Ah oui, un peu en triangle, là, comme oui, ça, c'est ça, et on met des exactement. trucs dessus. Voilà, et on le met assez bas. Et à l'intérieur, donc vous pouvez mettre votre sac photo, ce qui évite qu'il se salisse sur le côté. Mais là, il n'y a pas de risque qu'il se balance à droite et à gauche. Donc, c'est une bonne astuce que j'utilise régulièrement. Et là, dans son témoignage, Marie nous parlait des trépieds surtout nomades. Donc, on voit l'intérêt. Hein. On peut porter un trépied a priori plutôt léger, pas trop encombrant pour aller un petit peu partout. Mais est-ce qu'il y a des matériaux à privilégier par rapport à d'autres? Est-ce que le carbone, par exemple, c'est pas trop léger quand il y a de forts vents? Il faudra plutôt aller sur l'aluminium, ou alors c'est plutôt ta technique de lestage qui va faire la diff? Non, moi je mets la technique de lestage, mais bon, moi j'ai plutôt des trépieds carbone. Quand je dis des trépieds, je suis un grand fan des trépieds, donc j'en ai plusieurs. Bon, j'ai un Benro, j'ai une marque anglaise qui s'appelle Three Legged Things, la marque aux 3 jambes qui est de très bonne qualité, qui est fun, etc., qui a plusieurs types de modèles. J'ai eu un Vanguard, et puis également des trépieds de table qu'on peut utiliser dans le paysage, dans certaines conditions. Oh, on a du sol, ouais. Au ras du sol, sur un rocher, etc. Donc ça apporte une certaine stabilité, à condition que la rotule supporte le poids et du boîtier et de l'optique. Et puis un GorillaPod. Parce que lorsque vous êtes en présence, j'ai des souvenirs sur la Cornouaille anglaise, au bord des falaises, vous avez des clôtures, et bien votre trépied, vous avez du mal à le positionner au-dessus de la clôture, pas trop basculer au-dessus du vide, etc. Et là, vous pouvez tout simplement utiliser le GorillaPod sur le piquet de la clôture et avoir des angles tout à fait pertinents. C'est un accessoire fabuleux. Mais c'est un truc, moi, je suis toujours dans le sac photo à mettre sur des branches, sur des bancs, enfin n'importe où. C'est fabuleux. Et puis avec la rotule qui sera Arca Suisse, évidemment, pour la polyvalence avec d'autres modèles. Et dans cette logique de limiter au maximum la moindre vibration quand on travaille sur trépied, donc désactiver la stab, ok. Mais est-ce que, par exemple, privilégier l'obturateur électronique à la place de l'obturateur mécanique, ou finalement même le fait d'appuyer sur le déclencheur va entraîner une série de vibrations qui, sur des longs temps de pause, peuvent avoir un impact sur la sensation de netteté de l'image? Alors, oui et non. En fait, on va utiliser, on a parlé du trépied, on a un peu parlé des fils TND, on va utiliser un troisième accessoire qui est une télécommande ou un équivalent de télécommande. Ou l'application, hein. Ça marche très bien. Alors, c'est ce que j'appelle l'équivalent de télécommande. Okay. Donc, sur un smartphone, on peut déclencher. On peut, donc, une télécommande filaire ou sans fil. On a aussi maintenant beaucoup de boîtiers qui ont des timers intégrés, donc qui permettent... Un petit retardateur, quoi, ouais. Non, les timers intégrés, ce sont vous minutez dans le boîtier la durée de votre prise de vue. Ça peut être 1 minute 33. Donc sur votre boîtier, ce qui est le cas de mon Fuji. J'avais auparavant un 5D Mark IV de chez Canon. Hop, vous réglez exactement à la seconde près. Vous lancez la prise de vue en appuyant avec votre doigt sur le déclencheur, si possible, avec un retardateur cette fois-ci, ce qui évite la vibration du doigt. Il se lance, admettons, après 2 secondes. La durée est de 1 minute 33 programmée. À 1 minute 33, la prise de vue s'arrête. Ça équivaut à une forme de télécommande, surtout en mode bulb. Faire la mise au point avant de déclencher, ça a du sens ou finalement aucun impact? Fondamental.
Fondamental. Pourquoi? Parce que dans mon processus de la photo de référence, en fait, vous faites votre prise de vue de paysage quasiment normale. Donc, vous faites une mise au point. Vous êtes en général en autofocus. Vous pouvez la faire en mise au point manuelle. Mais surtout, lorsque vous allez placer votre filtre ND qui est noir devant l'optique, si vous êtes resté en autofocus, sauf contre-exemple, on a parlé d'Olympus tout à l'heure, la mise au point va être soit impossible, soit difficile. Et donc va dérégler et va provoquer un flou dans votre image. Ça m'est arrivé, bien entendu. Et dans la méthode en 10 étapes que j'ai développée, j'ai fait une erreur au moins à chacune des 10 étapes. Donc ça vous marque ensuite. Donc vous faites la mise au point en photo de référence et ensuite vous bloquez cette mise en poil en MF. En désactivant l'autofocus. En manuel focus. Et là, vous pouvez faire votre pause longue. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de passer du plein format à l'APS-C, puisque tu parles du Canon 5D Mark IV et puis après du XT4 à ce niveau-là, où tu as une tolérance que tu notes ou pas forcément? Pas forcément. Bon, le Canon, c'était un réflexe. Maintenant, on est en hybride, donc il y a un petit peu plus confortable. On voit l'histogramme a priori. Mais bon, avec une pratique régulière, avoir le réflexe, ça ne pose pas un problème. En revanche, ce qui est quand même intéressant, on a parlé de l'obturateur électronique ou mécanique. Ah oui, il n'y a plus de miroir, ça ne fait plus trembler. Donc, il n'y a effectivement plus de miroir, donc il n'y a plus la petite vibration. Cette petite vibration, qui est vraiment très faible, n'a absolument aucune incidence sur une longue pause. Ouais. Parce que votre paysage va retrouver sa netteté avec 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes ou plus, et la micro-vibration éventuelle du miroir n'a pas d'incidence. En revanche, elle peut en avoir sur des vitesses lentes, aux alentours du 15e de seconde, où là, effectivement, ça peut jouer un rôle. Ok. Selon le boîtier qu'on a, Christophe, finalement, quand on descend progressivement sur les longs temps de pause, on n'est pas capable d'aller toujours à la même vitesse. Je prends un exemple. Le Z8 en mode manuel, il permet de descendre jusqu'à 900 secondes, ce qui paraît complètement délirant. Et à l'inverse, le R6 Mark II, lui, ne descend que jusqu'à 30 secondes. Du coup, dès qu'on dépasse finalement cette vitesse minimale accessible sur le boîtier, on doit utiliser soit le mode B pour bulb, tu l'as déjà un peu évoqué, ou soit le mode T pour time. Tu peux nous expliquer les différences fondamentales entre ces deux modes de prise de vue sur leur manière de fonctionner? Oui, alors d'abord, tous les boîtiers n'ont pas les deux, le mode B ou le mode T. Pour la pratique de la pause longue, vous ne posez pas trop de questions, vous raisonnez mode bulb. Le mode T, je crois que c'était un terme qui était employé lorsque on travaillait en argentique. Et d'ailleurs, les lettres T, je ne suis pas trop sûr de ce que ça signifie. Time, je crois. Ouais, time. En tous les cas, ce sont des concepts très proches et qui permettent de réaliser des pauses longues avec l'accessoire télécommande. Ouais. Le bulb, on appuie, on maintient appuyé, on relâche, ça fait la pause. Et le mode T, on appuie une première fois et on rappuie une deuxième fois pour terminer la pause. Ok. Alors, dans la catégorie des très faibles conditions lumineuses, on peut évoquer le cas de figure, naturellement, de la photo d'étoiles ou de phénomènes comme les aurores boréales. Dans ce cas précis, le calcul du temps de pause est naturellement crucial. On vous propose d'écouter le photographe Michael Portillo nous expliquer. Alors effectivement, quand on s'intéresse à la photographie de nuit, que ce soit la photo d'étoiles ou la photo d'aurore boréale, le temps de pause va être essentiel et il va falloir le considérer sous deux aspects. D'abord sur le plan technique, c'est-à-dire sur le besoin d'apport en lumière, vu qu'on est dans des scènes où il y a peu de lumière, et ensuite sur le plan créatif en fonction des rendus qu'on va vouloir sur les éléments qui peuvent être en mouvement, comme les étoiles ou l'aurore boréale. Donc il y a ces deux critères à prendre en compte, et notamment sur le rendu des aurores, parce que les aurores ont un mouvement, une vitesse, et donc en fonction du temps de pause qu'on va choisir, on va avoir des rendus différents. Alors, difficile de donner un temps de pause qu'on pourrait appliquer de manière systématique, ça va dépendre. Il y a des aurores qui sont rapides, comme les aurores pulsatives, et à ce moment-là, il faudra un temps de pause un peu plus bas, de l'ordre de quelques secondes, pour essayer de les figer un peu, mais en s'adaptant aussi à chaque fois aux besoins de lumière.
Et puis sur des aurores un petit peu plus lentes, là on va pouvoir allonger le temps de pause jusqu'à plusieurs secondes, voire même dizaines de secondes, si l'aurore est assez lente. Et là aussi en s'adaptant. Ça, c'est pour les aurores boréales. Sur les étoiles, ça va dépendre, encore une fois, du rendu qu'on veut faire. Si je veux figer les étoiles, c'est-à-dire qu'elles soient comme des points, notamment quand on prend la Voie lactée, là, il y a 2 méthodes qu'on peut utiliser pour déterminer le temps de pause qu'il faut utiliser sans que les étoiles bougent. La première méthode qui est la plus connue, c'est la règle des 500, qui dit en général qu'on divise le nombre 500 par la longueur de la focale. Donc si par exemple on shoot au 20 millimètres, eh bien 500 divisé par 20, ça va donner 25. Donc on ne pourra pas dépasser 25 secondes sans prendre le risque que les étoiles deviennent des traits et non plus des points. Ça, c'est une règle qui devient un petit peu obsolète avec les nouveaux boîtiers. Et aujourd'hui, on utilise davantage une autre méthode qui s'appelle la méthode NPF, qui est un peu plus complexe, avec une méthode de calcul plus élaborée, qui prend plus de facteurs en considération. Et là, souvent, on se rend compte, on l'utilise via des applications qui nous donnent ce résultat, on se rend compte que les temps de pause sont souvent divisés par 2, voire par 4 par rapport à la méthode des 500. Mais voilà, une des 2 méthodes va nous permettre de connaître le temps de pause le plus lent qu'on peut utiliser sans que les étoiles bougent. Non, ça me fait toujours penser à cette émission qu'on avait fait, Benjamin, avec Thierry Thierry Legault Legault. sur l'astrophotographie, qui était extrêmement inspirante. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Qu'on Également avait fait. publié chez Erol. Hein, Également publié. si je ne m'abuse. Exactement. Excellent Thierry Legault qu'on salue. Absolument. Les photos d'aurore boréale, c'est toujours un truc de magique. Hein. C'est époustouflant. Il faut l'avoir vraiment vu en vrai, hein, de ses propres yeux, au moins une fois dans sa vie. Observer. Plus difficile à voir de ses propres yeux la plupart du temps qu'avec un vrai. capteur. C'est vrai, les capteurs ont la faculté d'aller chercher des lumières que nos yeux ne voient pas tout le temps. Et Michael Portillo a parfaitement raison de dire qu'on peut avoir des intentions entre des temps de pause plutôt courts, 1 seconde ou 2, ou un petit peu plus longs, selon l'intention qu'on veut donner à l'aurore, si on veut la voir danser, si on veut avoir un petit peu plus de texture dans sa composition. Justement, pour les aurores, est-ce que la tentation n'est pas plus grande de faire un time-lapse pour les voir danser un petit peu, ou au moins en complément des longs temps de pause? Bien sûr, on peut faire des timelapses, on peut faire des vidéos, hein, ça marche très très bien, c'est aussi un bon moyen. Ce qu'il faut en revanche, c'est être bien préparé. Déjà pour savoir où les aurores vont apparaître, il y a des applis pour ça. Et une fois que vous êtes sur le terrain, vous retrouvez votre équipement, à part le froid bien entendu, votre trépied. Il faut être bien couvert, justement. Oui, parce qu'en général, ça se passe la nuit, hein, forcément. Il y a avoir des touches rétro-écéclairées, hein, ça peut, ça, c'est le ça top. peut servir. Ou ça frontale, tout bêtement. Hein. Frontale en lampe rouge. Et en lampe rouge. Voilà, Ouais. ce que j'allais ajouter, parce Exactement. que sinon on peut se faire avoir. Donc les gants, ça peut être un petit problème pour appuyer, etc. Et donc vous travaillez en trépied et avec la télécommande, et puis le problème de la mise au point. Puisque dans le ciel, c'est immatériel et donc l'autofocus va avoir du mal. Donc, il faut faire une mise au point préalable sur des sujets qui sont plus ou moins... À l'infini. Oui, et je nuancerais non, parce que si vous calez votre optique sur le repère vraiment infini... Il faut revenir un tout petit peu avant. Exactement. Ouais. C'est une très bonne astuce. Et juste un petit point, on parlait de trépied, de gants, de froid, de machin. Les trépieds qui ont une petite mousse sur une jambe, si vous manipulez à main nue par grand froid, c'est vachement important. Parce que j'ai connu des photographes qui ont laissé des bouts de peau sur les trépieds. Ouais, oui. Et la photographie, c'est tout ça en fait. C'est pas juste la technique, c'est beaucoup d'aléas qui arrivent autour, et d'où l'importance d'être expérimenté ou de voir un peu comment les autres photographes s'y prennent, et ensuite d'essayer d'appliquer tout ça souvent en une fraction de seconde. Alors, Michael, il parlait aussi de la photographie d'étoiles et de cette fameuse règle des 500 qui contraint finalement le photographe à ne pas dépasser une durée d'exposition définie, de peur d'avoir ce fameux flou de bouger, sujet inversé en fait, qui se met en place. Est-ce que si on utilise une rotule équatoriale, on s'affranchit complètement de cette contrainte et on peut imaginer des poses bien plus longues? En n'étant pas spécialiste, je dirais plutôt oui. Sur le terrain, en fait, moi, j'utilise une autre technique
que celle des règles des 500 et les NTF, je crois, qui va durcir un petit peu la contrainte, qui est la règle des 300. Donc, vous prenez 300, vous le divisez par, admettons, vous avez un 30 mm, ça vous donne 10 secondes. Et c'est plus contraignant que de prendre le 500. Et vous gagnez à tous les coups avec le 300. Autant faire la règle des 200 à ce moment-là, on est sûr d'être Non, bon. faut pas exagérer non plus, mais normalement, la règle des 500 fonctionne bien. Là encore, le photographe doit avoir un peu de bon sens sur le terrain, doit faire quelques tests. S'il voit que les 500 ou NTF fonctionnent, bon, il y va. Et puis, s'il veut durcir un petit peu, il peut prendre 300, voire de lui-même dire, 25 secondes, ça fonctionne pas, je me mets à 20 secondes. Et puis, voilà, c'est aussi beaucoup de bon sens, la photographie. Il y a des techniques, mais il faut tester un peu. Et de pratique. Et toi, tu disais tout à l'heure que tu dépassais plus les 4 minutes finalement, parce que tu voyais plus de différence au-delà de 4 minutes. Exactement. Ça, c'est mon avis personnel. Après, il y a des contre-exemples, mais 4 minutes vous permet parfaitement de lisser l'eau dans pratiquement toutes circonstances, y compris lorsqu'il y a des grosses vagues. Le déplacement des nuages, ça, c'est un peu différent, parce que ça dépend vraiment de la vitesse du vent et pas de l'âge du capitaine. La vitesse du vent, vous prenez soin dans la phase de photo de référence, d'observer, premièrement, comment se déplacent les nuages. Est-ce qu'ils viennent vers vous, au-dessus de votre tête, ou est-ce qu'ils sont latéraux, gauche-droite? S'ils viennent au-dessus de votre tête, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a une vitesse relative plus importante. Et donc, il faut en tenir compte. Ensuite, il y a la qualité des nuages. J'ai fait dans ma réédition du livre de pose longue, j'ai fait des notations de qualité de nuages. Alors là, il faut que tu expliques parce que... Alors, le brouillard, très peu d'intérêt. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Je montre dans le bouquin une photo faite par temps de brouillard, photo de référence en fit, la même avec la pose longue, on ne voit quasiment rien. Donc évidemment, il ne faut pas faire de pose longue. Lorsque vous êtes en présence d'un bel anticyclone et que vous avez 3 petits nuages blancs dans le ciel, etc., vous dites, je pars en pose longue. Oui, vous pouvez essayer, ça va donner un résultat décevant. Donc dans ce cas-là, je n'y vais pas. Je ne fais pas de pose longue. Je vais faire du portrait, parce que j'aime bien aussi le portrait, bizarrement. Donc je fais autre chose. Et en revanche, lorsque vous êtes en présence de nuages plutôt bien formés, plutôt gris, donc là on a plein d'exemples en Bretagne, en Normandie, etc. Là, vous pouvez pratiquement commencer à toucher le Graal. Bon, avant qu'on attaque justement cette partie dédiée à la photographie en pose longue en plein jour, dernière chose sur les faibles conditions lumineuses, il y a aussi des techniques un peu spéciales que l'on peut essayer. Le light painting en est une et consiste dans le noir à littéralement peindre avec la lumière. Pas toujours évident à mettre en œuvre au début. Certains constructeurs ont conçu des modes spécifiques pour nous simplifier la vie. On écoute Thierry Bourque d'OM Digital Solutions nous parler du fameux mode Live Composite. Donc, la fonction Live Composite est une fonction qui a été présentée il y a déjà plusieurs années chez nous, qui est intégrée dans l'ensemble de nos produits. Donc, cette fonction vient compléter la pose B et la pose T, donc qui va nous permettre de pouvoir réaliser des photos sans aucun moment venir surexposer ton image avec de la lumière polluante, comme on peut l'avoir avec la lune ou avec des éclairages de nuit qui vont venir à un moment donné cramer ton image. Avec cette fonction, tu vas réaliser une première image à la bonne expo que tu vas donc régler. Donc vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, tu fais ton réglage et une fois que tu as fait ton image de référence, cette image de référence va s'enchaîner comme les calques dans Photoshop, fois le nombre de minutes, voire le nombre d'heures que tu auras décidé. Et lorsque tu fais du live painting, par exemple, tu vois en temps réel ton image se composer, comme si tu étais en train de créer une peinture. Je prends l'exemple d'une image que l'on voit maintenant assez régulièrement sur des éclairs, lorsqu'il y a un orage, où tu vois plusieurs impacts d'éclairs sur la même image. Tu prends ton image de référence au niveau de ton paysage, là où va se dérouler l'orage, et à chaque fois qu'un éclair tombe, l'appareil interprète comme une nouvelle source de lumière et il vient l'intégrer dans ton image de référence. Bon, c'est pas hyper simple à expliquer à l'oral, ce mais mode, ça sort pas mal, ce mode de prise de vue,
Mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien pour le light painting. Et il fait référence, Benjamin Thierry, à la photographie d'orage. Et ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup qu'on fasse un jour, une émission avec des photographes et des chasseurs d'orage. Mais bon, ça, c'est Moi qui ai un peu vécu en Oklahoma, je sujet. connais les chasseurs d'ouragans. Hein. Les fameux, d'ailleurs, dans Twister qui se passe là-bas, on en voit de spectaculaires. C'est pas mal ça finalement comme mode de prise de vue pour s'essayer au light painting. C'est de la pose longue le light painting. Absolument, c'est de la pose longue. Alors, il y a deux façons de voir. Soit le light painter est lui-même le photographe, donc il travaille seul. Donc, ça va être compliqué lorsqu'il est dans son environnement de revenir voir son... Mais il prend son smartphone. Il peut prendre son smartphone, il ne faut pas trop compliquer aussi. Effectivement, ça fonctionne. Et ce light painting, donc ce qui est une utilisation de la technique de pose longue indiscutable, on peut retrouver également ce mode composite qui laisse monter l'image un peu comme dans le révélateur, dans les labos noir et blanc, c'est un peu la même idée. On peut l'appliquer tout à fait à la pose longue de jour quand les boîtiers le permettent, ce qui est le cas de l'Olympus entre autres. Eh ben on y va justement sur la pratique de la pose longue en plein jour. Dans ce cadre très précis, l'idée, c'est donc de jouer avec les mouvements, s'il y en a, et il en faut, de son sujet pour générer volontairement des flous esthétiques sur les images. C'est ça la mécanique intellectuelle qu'il faut essayer de projeter quand on conçoit et qu'on prépare une prise de vue comme ça ? Absolument. Et donc, je distinguerais en fait le concept d'éléments mobiles dans le paysage. Et ce sont ces éléments qui vont se déplacer pendant la pose longue, qui vont apporter du flou à l'image. Et d'un autre côté, des éléments fixes sur lesquels on aura fait la mise au point, comme Etretat, on a parlé tout à l'heure, et qui, comme on est sur trépied, vont rester parfaitement en pleine netteté. Et donc, dans les éléments mobiles de votre scène, vous en avez 3 en particulier. L'eau sous toutes ses formes, la mer, les cascades, les rivières. En numéro 2, vous avez les nuages, condition que vous ne soyez pas en Grèce au mois d'août, où là vous avez un grand ciel bleu. Donc le choix des lieux est important, bien entendu. Et vous pouvez également faire de la pose longue avec un 3e élément mobile. Donc ce sont par exemple le trafic routier, en pleine nuit ou pas, qui vont générer des traces lumineuses par les phares de voiture sur les routes, par exemple. Mais en plein jour, je rajouterais même un élément qui peut d'ailleurs être un piège. Par exemple, on est en Normandie, à Etretat, et puis on cadre une partie de verdure, des végétaux, exact, qui sont en apparence immobiles, sauf que quand on va allonger le temps de pose, on va s'apercevoir sur l'image qu'en fait, on a des flous de brins d'herbe, de verdure, tout bêtement, parce que le vent les fait bouger et ça se traduit par un flou. Donc, il faut être vigilant peut-être sur cet aspect-là, ou jouer dessus. Un champ de blé en été, en plein jour, ça peut être très joli. Exactement. Donc, on revient toujours à l'intention du photographe. Est-ce qu'il veut intégrer cet élément mobile qui est le végétal pour montrer qu'il y a du vent, justement, à ce moment-là, ou non. Et il y a parfois des photographes qui donc, font d'abord la photo de référence et ensuite, avec un calque dans Photoshop, vont reprendre le végétal qui était donc bien net, qui ne bougeait pas, parce que la vitesse d'obturation était 250e sans filtre, et ensuite l'intégrer dans la photo de pose longue. On est des puristes ici, on veut tout exactement, direct, dès la prise de vue. On déteste le format RAW, on n'aime pas l'editing et on veut tout en une chacun prise. son point de vue. Mais Christophe, cet effet waouh qu'on a souvent quand on regarde une photographie en pose longue, c'est ce contraste finalement entre des zones nettes et des zones floues. C'est quoi l'idée ? C'est de donner une sensation de mouvement, de vitesse. Qu'est-ce qui se cache théoriquement en fait dans cet effet waouh ? Il y a plusieurs notions. Je ne parlerai pas d'effet vitesse que je réserverai à l'expression du mouvement dans les vitesses lentes, où là on veut vraiment exprimer qu'un piéton, un vélo est parfaitement animé. Dans le paysage, lorsque vous regardez avec vos yeux un instant T, vous ne voyez pas bouger les nuages, sauf élément contraire. Vous pouvez voir évidemment bouger les vagues, et pour vous, elles seront nettes. Ce qu'on veut obtenir, c'est un effet que nos yeux ne voient pas. Et c'est ça l'effet waouh. Et il va osciller effectivement entre les parties fixes qui, elles, restent bien nettes, et les éléments mobiles
qui font que tant que vous n'avez pas réalisé la photo, vous pouvez avoir une idée peut-être de ce que ça va donner, mais pas toujours. Et c'est là que l'effet waouh, je n'avais pas anticipé que ça allait donner quelque chose d'aussi intéressant ou pas. Des fois, c'est décevant. Hein. Bien sûr, mais ce qui est formidable et ce qui distingue finalement la photo de la vidéo, parce que là on parle de flou et pas de mouvement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la vidéo, ça va être du mouvement, la photo en général c'est figé. La pose longue, elle va permettre d'avoir cette notion de mouvement, mais par du flou, dans une image. Et c'est peut-être ça qui est magique, non ? Exactement, exactement. Et ça, c'est le pouvoir du photographe par rapport au vidéaste. Avec des gens d'ailleurs. Parmi les éléments aussi à prendre en compte au moment de faire sa pose longue, on a cité donc la mer, les nuages. Tu citais les voitures, les phares de voiture la nuit, mais de jour, il y a le mouvement humain qui est formidable aussi. Oui, alors c'est une très bonne remarque parce que on peut intégrer ce que j'ai fait dans certaines de mes photos. Pour aller voir mon site, une photo d'une cascade dans le Gard, qui est la cascade de la Vis, qui est une très belle photo. Dans l'Hérault ? Non, elle est à la limite de l'Hérault et du Gard, je crois que à quelques kilomètres près. La cascade de la Vis a une particularité, c'est que c'est un point très intéressant pour les touristes et les locaux d'ailleurs qui vont se baigner lorsqu'il fait très chaud, et c'est très fréquent en été. Donc vous avez des personnes qui sont sur un petit rocher, qui ont les pieds dans l'eau. Et là, si vous faites une pause longue d'une dizaine de secondes, ces personnes bougent un tout petit peu. Elles vont donc être capturées sur la pause longue, mais elles vont être floues. Mais c'est un flou que l'observateur va intégrer et va pas percevoir comme quelque chose de négatif. Il va dire, tiens, ils sont là, ils sont en train un petit peu de bouger. Derrière, vous avez la belle cascade avec ses filets. Et au-dessus, vous avez un peu de collines et puis d'arbres également. En revanche, la photo que je viens de vous décrire, ce que j'appelle une photo de voyage ou une photo de vacances en pause longue. Mais si vous revenez à la même cascade de la Vis, au mois d'octobre ou en novembre, où il n'y a personne qui se baigne, où d'ailleurs il y a très peu de monde, là vous faites une photo de pose longue sauvage. Et c'est la nuance. D'ailleurs, j'ai joué sur ces deux aspects pour montrer que justement on peut intégrer des personnages. Je vais vous donner un autre exemple. Au Mont-Saint-Michel, où j'ai animé un grand nombre de stages, lors des grandes marées. Et que si vous êtes placé au bout dans la grande jetée, à un moment, le dernier petit espace va être recouvert par la grande marée, donc il y a un espace plutôt bétonné. Et vous avez les personnes qui, une fois que la marée se retire légèrement, vont vouloir traverser pour aller sur le Mont-Saint-Michel. Et là, ça devient magique parce que vous pouvez utiliser des temps de pause semi-longs, semi-courts, pour montrer que les gens sont en train de traverser. Ouais. Souvent, ils sont habillés d'un vêtement de pluie. Voilà. Ah, puis ces processions comme ça, d'ailleurs, je repense à des photos de Bertrand Bernager aussi, qui est venu plusieurs fois à ce podcast, un photographe qu'on apprécie beaucoup et qui aime beaucoup, lui, lors des marathons, utiliser des filtres, on va y venir, pour avoir ces processions comme ça humaines, complètement floues, un peu zombiesques, en plein jour. Exactement. Et oui. Mais, en plein jour, il y a un problème fondamental qui se pose. Souvent, il est impossible d'atteindre des temps de pause suffisamment longs pour obtenir ce genre d'effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de lumière. Même en mettant la sensibilité ISO au minimum du minimum de ce que offre votre boîtier, même en fermant au maximum le diaphragme de votre objectif, quitte à faire une concession sur le piqué avec l'apparition de la diffraction, ça ne suffit pas. Il y a encore trop de lumière. Dans ce cas, l'utilisation de filtres de densité devient obligatoire. Tu l'as évoqué plusieurs fois. ND, GND, des filtres ND variables. On vous propose d'écouter les conseils de Benoît Malocena de Nissi France sur les choix à faire en priorité. Alors, le filtre ND variable est vraiment spécifique et on le dit assez souvent en fait pour la vidéo. Donc, pour le coup, ce filtre qui est composé de fils polarisants, c'est ça qui fait en fait, qui crée la différence de densité. Personnellement, j'aime pas trop le proposer pour de la pose longue
Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est généralement un filtre assez épais et qui, sur des objectifs grand angle, pourrait un peu marquer les angles avec un peu de vignettage. Et ça, on déteste ça. Je préfère axer les angles sur un filtre ND classique, surtout quand on débute avec une ou deux densités un peu. On a beaucoup de retours de photographes sur le 6-stop et le 10-stop. C'est à peu près les deux filtres qui sont les plus utiles pour commencer la pose longue. Le 10-stop pour faire de la photo de pose longue en plein jour. Généralement, c'est un passe-partout. Dès que la luminosité baisse, ça nous permet de réaliser de belles poses longues. Et dès que la luminosité baisse vraiment, on retombe sur du 6-stop qui nous permet de faire la fin de journée assez facilement ou vraiment dans un espace, un sous-bois ou quelque chose comme ça, en rivière, qui nous permet d'avoir une pose longue raisonnable pour le coup. Dans mon cas, plus on a de filtres, plus il y a de chances de s'y perdre. Autant partir avec un ou deux filtres et après revenir sur quelque chose d'un peu plus précis, mais voilà, au bout d'une année ou deux de pratique de la photographie en pose longue. C'est vrai que les filtres, on peut vite s'y perdre. Toi, tu es plutôt de la team ND ou tu t'aventures dans le GND ou même la combinaison entre le GND et le ND? Les deux. Bon, mon cœur d'utilisation, c'est quand même le filtre ND ou les filtres ND. Donc j'en ai plusieurs. Alors, on va raisonner en stop. Le terme stop, on peut le remplacer en français par IL. Ouais. Donc, Facteur de 2. Exactement. Donc, moi, j'ai des filtres de 3 stops, 6 stops, 10 stops, 13 stops et 16 stops. Le 16 stops, c'est ce qui va permettre les 4 minutes. Ah oui, j'allais dire. Parce que déjà 10 stops, c'est bien. Eh ben, en fait, c'est bien par rapport à l'intention que tu veux donner. C'est-à-dire qu'un 10 stops en plein jour va proposer des durées qui tournent autour de 10 secondes à f8. Alors après, on peut fermer l'ouverture et passer à f11 qui va doubler le temps de pause, voire f16. Mais bon, aux alentours de 10 secondes, je parle du vrai plein jour, et rarement au-delà de 30 secondes. Donc tu ne vas pas pouvoir obtenir l'effet éthéré que j'ai évoqué tout à l'heure. L'effet éthéré va être proposé par des filtres de 13 stops ou de 16 stops. En revanche, un filtre de 10 stops ne va pas te permettre de faire des courtes pauses longues. On en a parlé de 8 à 10 secondes, mais si tu veux faire une seconde ou une demi-seconde, tu ne peux pas avec un filtre de 10 stops. Ou alors, il faut augmenter les ISO, ce qui est contre-productif. Donc là, tu vas utiliser des filtres de 3 stops ou 6 stops selon le besoin. Donc c'est un peu comme le bricoleur qui a plusieurs tournevis, etc. Il choisit le bon outil en fonction de son intention. Effectivement, si je dois donner un conseil aux auditeurs, commencez par un filtre de 10 stops parce que c'est un peu passe-partout. D'ailleurs, là, on parle des filtres, mais rappelons, j'en parlais tout à l'heure, qu'il y a quand même certains boîtiers, il y en a peu sur le marché, qui disposent de filtres ND intégrés. Donc, j'ai cité OM System, il y a des ND2, ND4, ça va jusqu'à 64 sur l'OM1 Mark II. Il y a aussi Fuji qui le propose sur son GFX 100 RF, j'ai vu ça. Un filtre ND intégré, et les X100. Donc, c'est toujours un petit outil très utile qu'on peut activer comme ça en plein jour pour même... faire des images un petit peu différentes à main levée parfois. Et il suffit d'appuyer sur un tout petit bouton. C'est ça. Il n'y a pas de manipulation. En revanche, donc, ce sont des courtes pauses longues. Bien sûr. Mais si c'est pas intégré dans le boîtier, et on va partir quand même du principe que ça ne l'est quasiment jamais, on est plutôt sur une team filtre vissant circulaire ou sur une team porte-fil compliqué, fil carré, valise de filtre, gants pour manipuler, machin, tout ça? Alors, les fabricants proposent les deux systèmes. La qualité est identique des deux côtés, puisqu'on parle surtout de la qualité du verre. Il vaut mieux utiliser des filtres en verre que des filtres en résine pour des problèmes de neutralité de la colorimétrie. Donc moi, j'utilise des filtres en verre. Évidemment, ils sont un petit peu plus chers, mais c'est le prix de la qualité. J'ai commencé par des porte-filtres et des filtres rectangulaires. Et à cette époque, c'était il y a plus de 12 ans, il y avait des fuites de lumière dans les porte-filtres. Je me dis, tiens, c'est bizarre ce truc, là, il y a des effets indésirables sur ma photo. J'ai essayé les fils vissants, je dis, tiens, il n'y en a plus, puisque forcément, il n'y avait pas de lumière qui rentrait sur les côtés. Donc, je suis plutôt, personnellement, utilisateur de filtres vissants. J'ai des confrères qui
sont grands utilisateurs de filtres rectangulaires avec porte-filtre. Et honnêtement, les deux systèmes fonctionnent bien. J'ai d'ailleurs, dans la réédition de mon livre, développé un chapitre sur les avantages et inconvénients des deux systèmes. Bon, on peut dire rapidement, les porte-filtres rectangulaires, c'est quand même un peu plus coûteux, ne serait-ce que le porte-filtre. Et encombrant. Plus encombrant. Des fois, tu n'as pas le choix si tu as une grosse frontale bombée. C'est ça. Exactement, si on a une grosse frontale bombée. Un Sigma 1424, par exemple, de l'Huit, qui est fantastique dans la gamme Art, il faut un porte-filtre. Ou alors, on peut passer par des filtres à l'arrière, mais c'est beaucoup moins pratique. Ouais. Et il y a des porte-filtres, notamment d'ici, on propose un d'ailleurs excellent système de porte-filtre dédié à cet objectif qui, effectivement, une lentille frontale bombée ne permet pas d'en visser tout bêtement. Et là, ça devient vraiment... Bon, il n'y a pas le choix, ça devient très encombrant dans le sac photo. Et la manipulation est un peu plus délicate parce que lorsque vous êtes dans le vent sur la falaise, avec vos doigts, vous commencez à insérer le filtre dans le porte-filtre. Il faut des chiffons. Il faut des chiffons, etc. Bon, honnêtement, j'ai des confrères qui utilisent ça de manière très régulière, sont très satisfaits. Moi, j'utilise le système vissant, j'en suis très satisfait. Après, c'est chacun qui se fait sa propre idée et qui ensuite, avec la pratique, va parce qu'on peut s'amuser avec les filtres rectangulaires à les superposer. C'est ça. C'est ça qui est dès marrant. qu'on rentre dans le GND, c'est quand même plus ludique d'avoir ce système de porte-filtre pour bien aligner les trucs. Deux choses. Moi, je fais le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, je commence par visser mon filtre ND et ensuite, je vais plaquer mon porte-filtre et ensuite glisser mon filtre GND. Mais donc, tu as les deux. Oui, j'ai les deux. Mais si je n'utilise pas le filtre GND, je n'utilise que les filtres vissants. On peut d'ailleurs empiler deux filtres vissants. On peut empiler sur les porte-filtres plusieurs filtres, de façon à augmenter le temps de pose et donc la noirceur du filtre. En revanche, je recommande de ne pas aller au-delà de deux filtres, parce qu'il y a des problèmes de vignettage, des problèmes de lumière qui commencent à apparaître. Et si vous devez utiliser deux filtres, il faut commencer par le plus intense, le plus près du capteur. Alors on va prendre l'exemple d'un filtre 10 stops, commencez à le visser, et si vous avez un filtre de 3 stops, vous le vissez par-dessus. Alors pareil pour le porte-filtre au niveau des fentes, et le 10+3 vous donne un filtre équivalent à 13 stops. Okay. Les stops s'additionnent. Après, il y a des problèmes, je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans. Après, il y a d'autres façons de procéder, où là on va multiplier des éléments. Mais en ce qui concerne les stops, ils s'additionnent. Tu évoquais tout à l'heure le fait de faire une image référence avec donc une exposition référence. Est-ce que quand on installe ces filtres, alors il existe des trucs magnétiques qui sont très pratiques à mettre et enlever très rapidement, mais une fois qu'on a vissé son filtre, est-ce qu'on peut faire confiance au système de mesure de la lumière TTL donc de son boîtier, où il vaut mieux partir de cette expo de référence et faire son petit calcul à soi dans sa tête, tout en full manuel? Alors c'est la deuxième solution, bien que on n'est pas obligé de la faire de tête, on prend un tableau ou une appli qui va calculer pour vous. En revanche, c'est pour moi pas concevable de faire confiance à la lumière TTL à travers le filtre ND, sauf si c'est un tout petit filtre, genre 3 stops ou 6 stops. Si vous regardez à travers un filtre 10 stops, vous regardez le ciel, c'est noir. Alors, à nouveau, certains systèmes, je pense à Olympus, sont capables de lire à travers ces filtres. Mais le 16 stop, vous oubliez. Je ne pense pas que l'OM System, le 16 stop est tellement noir qu'il soit capable, au bout de 4 minutes, de vous restituer une photo bien exposée. Donc c'est pour ça que je préfère m'appuyer sur un système, j'allais dire un petit peu à l'ancienne, mais ça fonctionne à tous les coups. Photo de référence, information des vitesses d'obturation, vous la répercutez dans un tableau. Il y a 10 étapes si c'est un 10 stop, tac, 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 et vous arrivez à 8 secondes dans l'exemple du 10 stop à F8 par exemple. Toujours dans ce souci de bien exposer son image, est-ce que le bracketing aurait de l'intérêt dans la pose longue? Je dirais non. Pourquoi? Parce que bracketing, ça, vous cherchez à avoir une photo moyennement exposée, une sous-exposée et une surexposée. Le problème, c'est que ça vous oblige à faire 3 prises de vue. Les éléments mobiles dans votre paysage sont en train de bouger. Alors, imaginez que vous fassiez quand même une photo à 1 minute. Vous décidez de faire une photo à 1 minute.
votre photo moyenne donc sera 1 minute, votre photo bracketing, un IL en stop, un stop inférieur, pardon, ça va être donc 30 secondes, et l'autre, elle va être à 2 minutes. Ouais. Et si vous voulez jouer sur les vagues, sur les nuages, ben vous n'avez pas du tout le même paysage. Hein. En fait, on n'aura pas le même rendu. Et peut-être... Non, pas le même rendu dans le même paysage, Ouais, certes, mais pas le même rendu. Donc pour moi, c'est pas pertinent. Ok. Comment on sent, comment on dose finalement cet effet de flou? Faut pas en abuser, faut trouver le juste milieu. C'est quoi? C'est l'expérience, faut essayer. Si on essaye, le bracketing, c'est parfait pour le coup, pour se rendre compte que concrètement. Ou alors tu veux dire, est-ce qu'il y a des vérités comme pour le filet, c'est-à-dire des vitesses adéquates en fonction du sujet? Ouais, je sais pas, mais Enfin, des temps de pause, faut pardon, pas en adéquats abuser en de fonction cet du effet-là quand même. J'ai la sensation. Non, moi je pars du point de vue que j'observe mon paysage et je lui détermine, c'est un peu la psychologie du paysage, je lui détermine un caractère. Si c'est vraiment rugueux, je ne vais pas allonger les temps de pause pour rendre un effet calme. Donc je vais à nouveau chercher la texture des vagues, des nuages, et là j'aurai des temps de pause courts avec un petit peu de pratique. Ça va être quelques secondes et puis on peut faire des tests sur le terrain. En revanche, si je veux apporter la zénitude d'un paysage, lisser vraiment l'eau, comme on l'a vu avec Kevin, eh bien là, je sais que je vais utiliser des temps de pause qui vont dépasser les 2 minutes. C'est 2 et 4 minutes. Bon, bah écoutez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé tous ces conseils avisés avec nos auditeurs. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Christophe Audebert pour cette grande discussion autour de la technique de la pose longue. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Christophe, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question. Pourquoi le temps de pause est une notion à parfaitement comprendre pour pouvoir utiliser la technique de la pose longue? Alors, c'est une bonne question. Il faut en fait distinguer la pose longue de jour et la pose longue de nuit. Dans la pose longue de nuit ou par faible luminosité, vous n'avez pas d'autre choix pour obtenir une photo correctement exposée, parce qu'en fait c'est ça la problématique, que d'allonger le temps de pause. Donc on parle de quelques secondes, 10 secondes, 1 minute. Bon. Et là en fait vous êtes sur trépied et puis vous travaillez pratiquement en priorité ouverture, ça fonctionne assez bien, ou en mode manuel. En revanche, de plein jour, à partir d'1 seconde, vous avez beau fermer votre diaphragme, vous avez beau mettre l'ISO la plus minimale possible, 1 seconde, vous êtes archi cramé, hein, vous êtes blanc. Et donc, vous devez utiliser des filtres ND pour bloquer la lumière et ensuite appliquer une méthode pour que, à nouveau, votre photo soit correctement exposée, qui est donc l'obsession du photographe de pose longue dans cette pratique. Est-ce qu'on peut conseiller parfois d'utiliser justement les vitesses ISO extensibles? Je veux dire, on a un capteur nominal à 100 ISO, mais on a la possibilité d'aller en L50, donc à 50 ISO. Est-ce qu'on peut le faire? Ou alors la perte dynamique est telle que on ne conseillera pas? Alors, si vous n'avez effectivement pas d'autre choix pour gagner un stop de lumière, parce qu'en général c'est le cas, utilisez cette méthode. Donc, il s'agit d'un algorithme qui va dégrader un petit peu le signal sur le boîtier, mais c'est pas majeur non plus. Hein. Aujourd'hui, Ça sera peut-être gommé d'ailleurs par le rendu du temps de pause. Peut-être que la dynamique ne sera pas gênante. Non, je ne pense pas que ça soit très très gênant. Si vous pouvez l'éviter, et avec les filtres adéquats, c'est mieux. Si vous n'avez pas d'autre choix, allez-y, utilisez-le. C'est quoi les solutions concrètes pour accéder sur son boîtier à des réglages de temps de pause long? Alors en fait, effectivement, sur votre boîtier, vous avez plusieurs possibilités. Les priorités ouverture, priorité vitesse, qui vont nous intéresser, priorité ouverture, uniquement lorsque je fais la photo de référence sans filtre. Et ensuite, lorsqu'on va faire la pose longue, on va utiliser 2 modes. Le mode bulb, lorsqu'on va dépasser, ou le mode T, mais le mode bulb, avec une télécommande, dépasser les 30 secondes. Et puis le mode manuel, que vous pouvez utiliser jusqu'à 30 secondes, avec un petit retardateur. Et parfois, vous pouvez même éviter la télécommande.
Et j'ajouterais pour compléter, on en a parlé pendant la discussion, qu'il y a chez certains fabricants le mode Live Composite qu'on trouve notamment chez OM System ou Exact. Lumix, qui est propre à ces hybrides-là et qui permet de réaliser des photos presque en temps réel, on va dire, avec Oui. de longs temps de pause. Et qui est effectivement très confortable, puisque vous voyez le moment idoine où l'histogramme va être bien calé, ni sur X ni sous X. Et là, vous arrêtez votre pause longue sans avoir à calculer quoi que ce soit. C'est quoi la technique des 500 pour photographier les étoiles? Donc la technique des 500 est utile lorsque vous voulez obtenir une photo de nuit sans que les étoiles laissent un petit trait, un petit filet derrière elles. Donc vous avez des points d'étoiles. Et pour ce faire, le chiffre, le nombre 500 va être divisé par la focale que vous allez utiliser. Donc si vous avez un 50 mm, 500 divisé par 50, ça fait 10. Et 10, c'est 10 secondes. Donc si vous ne dépassez pas 10 secondes, vous avez des points d'étoiles. Si vous les dépassez, vous aurez des petites traînées d'étoiles. Et toi, tu préconisais la règle des 300. Oui. Alors, 500, ça fonctionne assez bien. Mais si on veut être encore plus exigeant, au lieu de prendre 500, vous prenez 300. Vous appliquez la même règle de 3. Et vous avez un temps un petit peu plus court. Donc, vous êtes encore plus sûr que vous aurez vos points d'étoiles. Quel type d'effet on peut obtenir sur des sujets en mouvement avec la technique de la pose longue en plein jour? En fait, selon la durée de prise de vue, et donc les filtres que vous allez utiliser, vous allez voir les éléments mobiles de votre paysage, donc l'eau, les vagues, les cascades ou les nuages le plus souvent, parfois les végétaux. Vous allez obtenir des effets qui peuvent être très différents. On va prendre l'exemple de l'eau. Donc si vous voulez avoir une vague qui est encore un petit peu texturée, vous aurez des temps de pause courts, quart de seconde, 1 seconde. Et si vous voulez lisser pour donner une atmosphère très, très zen, vous allez dépasser 1 minute, 2 minutes, voire 4 minutes avec des fils plus intenses. Est-ce que tu peux nous redire rapidement quelle est ta méthode de lestage d'un trépied? Tu l'as décrit pendant l'émission suite au témoignage de Marie Courtel. Et c'est assez intéressant, ça a l'air plutôt efficace. Donc si vous n'avez pas trop de vent, vous pouvez accrocher un poids lourd comme votre sac photo au crochet, à condition qu'il ne se balance pas trop. En revanche, si vous êtes en Islande, en Norvège, par du gros temps ou en Écosse, et que votre sac commence à dangereusement se balancer et risque de taper dans les jambes du trépied, j'ai une petite astuce qui s'appelle un sac à lest, qui est une sorte de toile que vous allez accrocher avec des velcro sur les 3 jambes de votre trépied, le plus bas possible d'ailleurs. Ça permettra de bien stabiliser. Et là, vous y placez votre sac photo qui est lourd. Et là, vous n'avez aucun risque que les jambes soient modifiées ou tapées par des vibrations. Pour terminer, comment est-ce qu'on fait concrètement pour utiliser un filtre de densité? Alors concrètement, pour un filtre de densité, donc densité, c'est la noirceur qui va vous permettre d'allonger le temps de pause selon l'intention souhaitée. Donc vous avez des filtres de petite densité, donc 3 stops, 6 stops et l'incontournable 10 stops, là, qui seront utilisés pour avoir des effets plutôt relativement courts sur les éléments mobiles. Donc vos nuages on va voir la trace des nuages dans le ciel, alors que si vous utilisez des filtres très longs, vous pouvez presque perdre la trace de ces nuages. Alors ça peut vous plaire ou pas. Et franchement, les avis de chaque observateur ou de chaque photographe, c'est très personnel. Moi, j'ai des stagiaires qui ne connaissaient pas les temps de pause de 4 minutes. Ils me disent, mais c'est génial. La première chose que je vais faire, je vais acheter un filtre de 16 stops parce que je suis passionné par ça. Il y en a qui vont vous dire, écoutez, c'est quand même assez plat votre photo. Moi, je préfère respecter des textures et vont basculer dans le monde des 3 stops, 6 stops ou 10 stops. Merci Christophe pour toutes ces explications. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Christophe, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Parfaitement.
Première question qui nous vient de notre incontournable Weingartner. Qu'est-ce qui est démodé dans la pose longue? Démodé. Moi, je trouve pas que ça soit démodé. En tous les cas, c'est une technique qui est vraiment déjà très ancienne. C'est vrai qu'il y a eu un effet de mode il y a, on va dire, une petite dizaine d'années et qu'on a tellement vu de poses longues à travers les photoclubs et puis maintenant les réseaux sociaux que ça perd un petit peu d'intérêt pour d'autres et qu'on a tendance à se figer sur d'autres tendances finalement. Mais pour moi, c'est pas démodé, j'adore ça. Est-ce qu'on confond pas avec le HDR Ouais, dont la mode a fait mal C'est du HDR aussi. Hein. Ouais. Ça fait mal le HDR. Il y a une tendance à avoir du HDR un peu partout. Peut-être qu'il y a une confusion des genres. Il y a peut-être une confusion, mais pour les photographes, il y a quand même une grande distinction. Le HDR vise sur une prise de vue classique, qui n'est pas en pose longue, à moduler les écarts de lumière. La pose longue, c'est pas tout à fait ça. C'est même pas ça. À la base, pas du tout, non, bien sûr. Ok, deuxième question qui nous vient de I Am Looper. Est-ce qu'il faut désactiver la réduction du bruit dans le boîtier? Alors la réponse est oui. En ce qui me concerne, alors on pourra trouver d'autres photographes qui ne l'appliquent pas, lorsque je fais des prises de vue en plein jour, car j'ai expliqué que la grande luminosité de plein jour va noyer les pixels chauds et seront quasiment invisibles dans la photo de pose longue finale. Et là, vous économisez sur le temps de pause sur le terrain, puisque vous n'avez pas à doubler votre prise de vue. En revanche, je l'utilise parfois pour des prises de vue sombres, qui vont permettre d'éviter de la post-production un peu fastidieuse. C'est vrai qu'il y a deux types de bruit numérique. Le bruit numérique est généré par l'amplification du signal quand on monte dans les tours en termes de sensibilité ISO, et le bruit numérique un peu de température qui apparaît justement pendant ces longs temps de pause. Troisième question, Christophe, qui nous vient de Christian B. À quoi ça sert un filtre ND 10000 ? Un filtre ND 10000 permet d'avoir des très longs temps de pause. Alors, il dit que c'est 16,6 stops quand même. Oui, c'est ça. C'est le vénère. C'est le fameux 16 stops qui est en général, parmi les fabricants, le filtre le plus intense. Alors, il y a des contre-exemples. Donc, c'est vraiment pour obtenir des effets très éthérés dans le paysage. Des mers très lissées, des nuages qui laissent des traces très longues. Et donc, c'est un effet personnel du photographe. Voilà. Parfait. Quatrième et dernière question qui nous vient de Alice Macro. C'est quoi le bon temps de pause pour un feu d'artifice ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, le feu d'artifice fait apparaître la technique de pause longue. Il n'y a pas un temps de pause parfait. On navigue entre une seconde et plusieurs secondes. En revanche, le photographe de feu d'artifice va jouer avec ses yeux sur la montée de la fusée. Donc, il va déclencher. Et lorsque la fusée va redescendre, il va appuyer sur la télécommande pour avoir capturé l'intégralité du mouvement. Donc, ça peut être 3 secondes, ça peut être 4 secondes, ça dépend du feu d'artifice. Ça pourrait peut-être pas mal, le live composite, pour photographier un feu d'artifice. Très ludique. Ok. Pour terminer, Christophe, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir, jusqu'à la fin, faire de la pose longue uniquement avec une optique à f1.2 ou devoir travailler sans trépied. Sans trépied, je peux pas pour la pose longue. Donc l'optique à f1.2. C'est quand même limité, la photo à f1.2 en pose longue. Tu mélanges les flous, le mouvement et puis le flou de bokeh. Oui, mais comme j'expliquais dans la photographie de paysage sans pose longue, on cherche à maximiser la profondeur de champ. On va travailler... Non, à f1.2, attention. Toujours à f1.2. D'accord. Okay, tu changes d'avis ? Non, je ne change pas d'avis parce que sans trépied, je ne peux pas travailler. Allez, ça marche. Merci à tu toi. peux pas travailler, mais la stab permet quand même de faire des choses aller à 1 seconde. Mais c'est pas assez. On limite son champ d'action à 1 seconde maximum. Et donc, tout ce qu'on a évoqué pendant l'émission, si tu vas faire des effets éthérés, tu ne pourras pas, etc. Mais effectivement, on peut faire des choses à main levée, dans certaines circonstances, en abordant le début de la pose longue pour moi.
C'est désormais la fin de cette émission, Christophe. Un immense merci d'être venu à nos micros pour nous partager tous ces conseils d'experts internationaux reconnus de la pose longue. C'était un plaisir de te rencontrer, de t'accueillir. Est-ce que tu as des actualités ou des choses que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ? Alors, deux actualités. Toujours sur le domaine de la pose longue, comme je suis basé sur le bassin d'Arcachon, c'est un milieu très, très intéressant. Maintenant, je m'intéresse à des contrées qui ne sont pas très lointaines. Pays Basque, Cantabria, Asturie, Galice, qui proposent des fantastiques paysages, notamment pour la pose longue, et un phénomène géologique qui s'appelle le flysch. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'écrit FLYSCH, du nom d'un, je pense, un géologue autrichien qui a donné ce nom. Le flysch propose des paysages avec des plis sur les collines et également dans l'eau avec des rayures de rochers qui sont fantastiques et qui fonctionnent très très bien sur la pose longue. Et puis un deuxième projet qui n'a rien à voir. J'ai développé une série qui s'appelle Ici et là, qui fait intervenir des couples d'amoureux dans des paysages entre guillemets anti-romantiques ou qui sont vraiment incongrus. Genre quoi ? Cette série, je l'ai développée en Île-de-France dans des paysages industriels et urbains. Elle a eu un très bon succès. Et j'ai l'intention de la continuer en Gironde, notamment sur le bassin d'Arcachon, qui propose des challenges assez compliqués parce que c'est plutôt esthétique. Et moi, je suis plutôt à la recherche d'endroits qui ne le sont pas. Ok, ça marche. Merci en tout cas une dernière fois. La semaine prochaine, on va parler vidéo et on va s'intéresser aux nombreux accessoires qu'il est possible d'utiliser dans une configuration run and gun pour se simplifier la vie et garantir la meilleure qualité d'image possible. On aura le plaisir de retrouver le réalisateur et vidéaste Romain Sarret à nos côtés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.